Le prisonnier palestinien en grève de la faim a repris conscience aujourd'hui. Il menace de reprendre son action si Israël ne le libère pas sous 24 heures. La Cour suprême doit se prononcer demain sur son cas. Nouvelle explosion criminelle à Bangkok aujourd'hui, mais cette fois la bombe n'a pas fait de victime. L'auteur de l'attentat meurtrier d'hier a pu être identifié sur les caméras de surveillance, mais il est toujours en fuite. La Grèce face à l'afflux de migrants, 21 000 recensés pour la seule semaine dernière, principalement sur l'île de Kos. L'ONU demande à Athènes de prendre des mesures d'urgence. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir. Le prisonnier palestinien en grève de la faim a donc repris conscience aujourd'hui alors que la Cour suprême doit se prononcer demain sur son sort. Mais dès son réveil, il a fait savoir qu'il donnait 24 heures à Israël pour régler son cas ou bien il entamerait une nouvelle grève de la faim. Le gouvernement israélien face au risque de contagion car d'autres prisonniers palestiniens pourraient également décider de cesser de s'alimenter. Joseph Emmanuel. Shiri Moussaoui se lance à son tour dans une grève de la faim. La jeune femme palestinienne est emprisonnée en Israël pour son implication présumée dans plusieurs entreprises terroristes. Un geste extrême donc, qu'elle veut comme solidaire envers Mohamed Alan, le prisonnier palestinien qui refuse de s'alimenter depuis 2 mois. Son père faisait part de ses inquiétudes face caméra. On le traite comme s'il n'était pas un être humain parce qu'il n'est pas juif. Et l'Occident doit regarder et comprendre que celui qui fait ça, c'est l'enfant gâté qu'il a créé. L'enfant gâté, c'est Israël, qui fait face depuis peu à de fortes contestations venant de la part de ses citoyens arabes. Le député israélien Ahmed Tibi est depuis toujours l'un des porte-parole de cette communauté. Nous exigeons la libération de Mohamed Alan. Une exigence en partie entendue. Israël se dit prêt à le libérer s'il accepte de partir pour un autre pays, une proposition immédiatement rejetée par l'avocat du prisonnier, mais une première victoire qui valide la méthode. Ils sont désormais des dizaines de prisonniers à envisager la grève de la faim. La polémique autour de l'état de santé de Mohamed Alan intervient dans un contexte de fortes tensions entre Israéliens et Palestiniens. 3 attaques contre des soldats de Tsahal ont eu lieu en moins d'1 semaine. Des tensions que l'on retrouve également à l'entrée de l'hôpital où est soigné le prisonnier, comme à l'intérieur de la sphère politique israélienne. Le sort du détenu palestinien est désormais au cœur d'une bataille juridique comme politique. Et contrairement à l'habitude, ce combat rassemble toutes les mouvances chez les Palestiniens. Du groupe djihad islamique, qui menace ouvertement Israël en cas de décès du prisonnier, en passant par les Arabes israéliens de la liste arabe unie de la Knesset, ou même jusqu'à l'autorité palestinienne qui n'hésite pas à mêler le monde au sort du détenu. Mohamed Alan est dans un état critique et nous exhortons la communauté internationale de nous aider à le faire libérer et à faire libérer les centaines d'autres prisonniers pour mettre fin à leur souffrance et à la souffrance de leur famille. En attendant, Mohamed Alan est sorti du coma et donne à Israël 24 heures pour régler son cas, sans quoi il reprendra sa grève de la faim. Un ultimatum entendu par les médecins de l'hôpital d'Ashkelon, une grande ville israélienne à la lisière de Gaza, qui annonce que le patient ne semble pas avoir subi de lésions irréversibles. Mais les médecins sont catégoriques sur un point. Le membre du djihad islamique ne survivra pas à une nouvelle grève de la faim. Alors, on en parle avec Daniel Haïk. Bonsoir, Bonsoir analyste politique. C'est vrai que c'est un piège qui semble se présenter aujourd'hui auprès du gouvernement israélien. Oui, il faut préciser que Mohamed Alan est ce que l'on appelle un détenu extrêmement déterminé. Ils ne le sont pas tous, ces détenus palestiniens qui entament des grèves de la faim, mais Alan fait partie des plus déterminés. Et pour certains de ces détenus, pour certains prisonniers, ces terroristes palestiniens, eh bien, ils sont ce genre de technique est tout simplement une sorte d'attentat sous une autre forme. Ils sont prêts à aller très loin et Alan est prêt à aller jusqu'au bout. Et c'est important parce que là, dans cette considération, on voit effectivement à quel point Israël est placé entre le marteau et l'enclume. D'un côté, si Israël cède à l'exigence de Mohamed Alan et de ses avocats de le libérer, eh bien, il est clair que
il y aura ensuite des nouvelles grèves de la faim de la part de nombreux prisonniers palestiniens, et c'est un engrenage qu'Israël ne souhaite absolument pas. Si Israël ne cède pas et que Mohamed Allan décède, eh bien il y a fort à craindre que le djihad islamique provoque des émeutes, en particulier en Judée et Samarie, mais également dans la bande de Gaza, et donc cela risque d'embraser la région, et c'est une situation extrêmement complexe pour l'État d'Israël. Et il y a aussi une autre problématique, c'est que Mohamed Allan est un détenu administratif, donc il est détenu par Israël depuis 18 mois. Lui, il dit aujourd'hui, lorsqu'il s'est réveillé aujourd'hui à Ashkelon, à l'hôpital d'Ashkelon, il a dit, eh bien, soit on me libère, soit on me juge. Je ne veux plus rester détenu administratif. Là aussi, il pose un problème à Israël, parce que si Israël est obligé de le juger, eh bien peut-être que l'on va découvrir qu'Israël ne détient pas suffisamment de preuves valables pour l'avoir maintenu en détention administrative pendant 18 mois, et cela reposera à Israël le problème de la détention administrative pour les détenus palestiniens, et aussi indirectement pour les détenus israéliens, les fameux jeunes des collines dont on a parlé au cours des dernières semaines, dont certains ont été également arrêtés et placés en détention administrative au cours des 2 dernières semaines. Alors il y a aussi un élément qui complique cette situation, c'est qu'on se dit pourquoi la loi qui vient d'être votée à la Knesset, celle qui prévoit d'alimenter de force, s'il le faut, ces détenus palestiniens en grève de la faim, pourquoi cette loi n'est pas appliquée dans ce cas? Bien, cette loi, c'était justement une loi qui devait permettre aux autorités israéliennes de sauver la vie de ce Palestinien, même s'il ne le voulait pas. Or, finalement, on se rend compte que c'est extrêmement difficile, d'abord parce qu'il y a une opposition des médecins. Seuls les médecins de l'hôpital d'Ashkelon ont accepté de l'alimenter, donc, mais surtout, on ne peut l'alimenter que lorsqu'il est placé dans le coma. C'est-à-dire, s'il s'oppose à toute alimentation forcée, on ne peut pas l'alimenter. Et la plupart des médecins disent, même aujourd'hui, si Allan nous dit de manière spécifique qu'il ne veut pas être alimenté alors qu'il est dans le coma, on ne pourra pas l'alimenter. Et donc, il y a une véritable polémique. On est dans une situation extrêmement difficile. Il faut remarquer qu'historiquement, eh bien, il n'y a jamais eu de détenu palestinien qui est mort d'une grève de la faim. Par contre, il y a eu, dans l'histoire d'Israël depuis 1968, 5 détenus palestiniens qui sont morts pour avoir été alimentés de manière forcée. Donc, il y a une véritable problématique. On voit à quel point cette loi est problématique et difficile à appliquer. Merci Daniel Haïk. On va en reparler tout à l'heure dans notre débat. Ce sera dans une vingtaine de minutes avec évidemment 2 avis opposés sur la question. L'Iran s'apprête de son côté à officialiser un contrat d'achat d'armes auprès de la Russie. Il s'agit des fameux missiles S-300 qui inquiètent beaucoup Israël. Israël qui a également des raisons de s'inquiéter de la présence iranienne à ses frontières, et c'est notamment le cas le long de la frontière syrienne. C'était d'ailleurs le sens de la visite effectuée aujourd'hui par Benyamin Netanyahou auprès du commandement nord de l'armée israélienne. Maxime Pérez. Benyamin Netanyahou en visite au commandement nord de l'armée israélienne. Alors que l'accord sur le nucléaire iranien fait craindre un réchauffement des frontières libanaises et syriennes, le Premier ministre a tenu à livrer un message de fermeté. Tsahal est une armée forte. L'État d'Israël est fort. Nous nous tenons prêts à tout scénario. Nous prendrons pour cible tous ceux qui veulent nous porter atteinte. À sa frontière nord, c'est d'abord sur le plateau du Golan qu'Israël redoute des tentatives de déstabilisation. Dimanche, Tsahal publiait ces images filmées au mois d'avril. Elles montrent un commando arrivé du village russe de Khader en Syrie. Les 4 hommes sont neutralisés avant même d'avoir pu déposer leurs charges explosives le long de la frontière israélienne. C'est une attaque d'envergure qui a été déjouée. Le plateau du Golan n'est pas calme, et c'est l'Iran qui fait en sorte que cette région ne le soit pas. Elle active des cellules chargées de mener des attentats contre nos forces. Des émissaires des gardiens de la révolution attendent l'application du mauvais accord signé avec les grandes puissances pour transférer plus d'argent au Hezbollah. Et Israël a bien l'intention de ne pas rester les bras croisés face à cette menace. La semaine dernière, Tsahal a mené un vaste exercice simulant une opération terrestre limitée en territoire syrien. Des manœuvres répondant à 2 types de scénarios. Des tirs massifs de roquettes sur le plateau du Golan par le Hezbollah et l'utilisation d'armes chimiques par des groupes djihadistes ou islamistes installés tout près de la frontière israélienne. Des plans opérationnels qui existaient déjà quand l'armée israélienne devait se préparer à un éventuel conflit avec l'armée syrienne. Mais à présent, ils ont été réadaptés à la situation de chaos qui règne de l'autre côté de la frontière.
Une situation plus que jamais incertaine. La Thaïlande face à la psychose terroriste au lendemain de l'attentat meurtrier dans le centre de Bangkok qui a fait 20 morts et des dizaines de blessés. Une autre bombe a été lancée ce matin, cette fois dans le métro aérien de la capitale, mais il n'y a eu aucun blessé. L'auteur de l'attentat d'hier a lui pu être identifié grâce aux images des caméras de surveillance. Julia Ganancia. Nouvelle explosion à Bangkok. En début d'après-midi, c'est une autre zone touristique de la ville qui est touchée. Un petit engin explosif lancé sur des passants près d'une station de métro explose sans faire de victimes. Le site de l'attaque de la veille est quant à lui toujours bouclé. Des dizaines d'experts cherchent des indices sur la bombe de 3 kilos qui a explosé près de ce temple bouddhiste ultra fréquenté. Dans les rues du centre-ville, de nombreuses forces de police sont déployées et des centaines d'écoles sont fermées. Le climat est tendu et les habitants en état de choc. Pour le moment, personne ne s'est porté responsable. C'est à la police d'enquêter et de trouver les faits parce que des personnes sont mortes. Maintenant, tout le monde a peur et éprouve de la sympathie pour ceux qui sont morts. Selon les autorités, aucune piste n'est exclue pour retrouver les auteurs de l'attaque de lundi. La police a fait circuler des images montrant un jeune homme vêtu d'un t-shirt jaune et transportant son sac à dos à proximité du site. On le voit quitter les lieux sans son sac à dos peu avant l'explosion. Le gouvernement promet de mettre en place tous les moyens nécessaires pour trouver des coupables. D'après cet incident, il est évident qu'il y a des individus ou des groupes actifs dont l'intention est de nuire à la Thaïlande, qui pourraient être à la poursuite de gains politiques ou d'autres intentions, en attaquant l'économie et le tourisme. Le gouvernement royal thaïlandais va mettre en place tous les moyens d'enquête nécessaires pour trouver les coupables et les traduire en justice. Le bilan humain fait état de 20 victimes, parmi lesquelles 11 étrangers et plus de 120 blessés. Pendant que l'enquête avance, la solidarité s'organise. Dans un centre de la Croix-Rouge, des centaines de Thaïlandais font la queue pour donner leur sang. La situation d'hier soir est difficile pour les services de transfusion en Thaïlande. Mais le Centre national de la Croix-Rouge thaïlandaise a la chance d'avoir beaucoup d'approvisionnement de sang et de composants sanguins. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué l'attentat, mais les autorités ont indiqué que le mode opératoire ne ressemblait pas aux attentats fréquents dans le sud du pays. La Thaïlande, pays très divisé, est le théâtre de violences politiques meurtrières depuis plus d'une décennie. Alors on va appeler justement en direct de Bangkok notre correspondant David Nataf. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est la situation ce soir à Bangkok ? C'est une situation d'urgence. Vous avez eu une seconde alerte à Bangkok avec une tentative d'un nouvel attentat qui a échoué car la police est immédiatement intervenue. En revanche, nous avons la conviction à Bangkok que la cause de cet attentat est exogène et qu'elle trouve sa source dans le terrorisme international et non pas dans les affrontements locaux avec le sud de la Thaïlande, où les musulmans voudraient devenir autonomes dans une région frontalière de la Malaisie, non plus que dans les affrontements politiques entre chemises rouges et chemises jaunes qui ont mené la junte militaire au pouvoir en mai dernier. Donc ça veut dire qu'on pense à un attentat qui peut être peut-être perpétré par des islamistes ou quelque chose qui ne serait pas directement lié au climat politique en Thaïlande. Exactement. 5 kilos de TNT n'entrent absolument pas dans les techniques utilisées par les autonomistes de Malaisie, non plus que dans les habitudes des chemises rouges qui n'auraient jamais mis en danger un lieu saint bouddhique et hindouiste comme celui de Erawan hier. Jamais un suicide politique comme celui-là aurait été entrepris par les chemises rouges. Donc la source est forcément à l'extérieur du pays. Or, l'on sait que Al-Qaïda, qui est en perte de vitesse depuis l'État islamique, voudrait constituer un nouveau califat en Asie qui couvrirait le Cachemire, une partie de l'Asie du Sud-Est et le sud de la Thaïlande. Il se pourrait que ce soit une option d'Al-Qaïda contre l'État islamique pour reconquérir des djihadistes et des musulmans qui ont quitté et qui aujourd'hui leur préfèrent l'État islamique. David Nataf, on sait que le tourisme a été visé à travers cet attentat puisqu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont été tués et c'est un secteur vital pour l'économie thaïlandaise.
C'est la première ressource du pays, de la Thaïlande, tout comme en Israël, c'est aussi le tourisme la première ressource et puis ensuite le diamant. Pour la Thaïlande, c'est absolument crucial d'avoir tous les Chinois et les 10 500 Français qui habitent à Bangkok et l'ensemble du tourisme, c'est absolument vital pour la Thaïlande. La zone qui a été touchée, la zone des hôtels 5 étoiles, des plus beaux palaces du monde, où se côtoient régulièrement, tous les jours, diplomates, touristes, expatriés. C'est véritablement le centre névralgique du pays. Et aujourd'hui, cet après-midi, une tentative d'attentat a eu lieu dans le deuxième centre de Bangkok également. Donc on veut atteindre là les ressources vitales du royaume de Thaïlande. Merci pour cet éclairage, David Nataf. Donc en direct de Bangkok, où la psychose, on le voit, persiste ce soir après donc ces attentats. En Chine, l'explosion meurtrière dans la ville de Tianjin et les autorités qui essaient maintenant de chiffrer le coût de cette catastrophe. Coût économique qui s'annonce très important car il va falloir dépolluer cette zone. Océane Nicole. Ils sont plusieurs dizaines à s'être rassemblés ce mardi, près d'une semaine après l'explosion du site portuaire de Tianjin à l'ouest du pays. Minute de silence et recueillement en mémoire des 114 victimes de la catastrophe. 57 personnes sont toujours portées disparues, tandis que 31 corps n'ont toujours pas été identifiés. Mais la tristesse laisse place à la panique. Des centaines de sinistrés ne peuvent toujours pas regagner leur logement et la peur d'une contamination est au cœur des discussions. Nous ne pouvons pas retourner chez nous. Nous avons des enfants, nous avons une famille. Nous ne pouvons pas être sûrs que l'environnement est convenable pour y vivre. D'après des sources officielles chinoises, environ 700 tonnes de cyanure de sodium étaient stockées dans l'entrepôt qui a explosé, un produit hautement toxique qui pourrait contaminer l'environnement. Les autorités assurent cependant que l'air et l'eau ne présentent pas de danger pour la population, mais celle-ci se montre plus sceptique. Nous n'avons pas encore de tests scientifiques, mais il ne devrait pas y avoir de gaz toxiques dans l'air, parce qu'il n'y a pas de grande quantité de produits chimiques toxiques. Pourtant, sur des échantillons d'eau prélevés dans 40 points de la zone interdite au public, 8 d'entre eux ont révélé une présence excessive de cyanure, dépassant jusqu'à 28 fois le niveau recommandé. Du cyanure en plus faible quantité a été également détecté dans 21 autres échantillons. Les autorités chinoises ont construit un barrage de sable et de terre, délimitant ainsi une zone de 100 000 m² autour du site de l'explosion, afin d'éviter tout écoulement du produit chimique. Les scientifiques sont vigilants aux prévisions de pluie pour les prochains jours, car elles pourraient faire réagir les produits chimiques et les diffuser plus largement dans l'environnement. En Indonésie, les premières images du lieu où s'est écrasée la TR-42 de la compagnie intérieure Trigana sont sans équivoque. Aucune trace de rescapés dans cette zone très montagneuse. 3 enquêteurs du bureau enquête accident ont d'ailleurs quitté la France ce soir pour se rendre sur place. Myri Maman. C'est la fin des espoirs pour les proches des 54 passagers de la TR-52. L'appareil a été retrouvé par les secouristes indonésiens. Il n'y a aucun survivant. Les équipes de secours ont réussi à trouver les 54 corps à 12h15 heure locale. Toutes les dépouilles sont maintenant dans des sacs mortuaires et attendent d'être évacuées. Il ne convient pas de parler de l'état des corps ici au cours de cette conférence de presse. Tout est en morceaux. L'avion qui faisait la liaison entre 2 villes de Papouasie a été complètement détruit dans le crash. L'appareil s'est écrasé par mauvais temps dans les montagnes de Bintang, à une quinzaine de kilomètres à peine de l'aéroport où il aurait dû atterrir. Le retour des corps s'annonce difficile, le lieu du crash étant très isolé et inaccessible par voie terrestre. Les hélicoptères devront être mis à contribution, mais l'opération est délicate et dangereuse par mauvais temps. Les secouristes ont également retrouvé les boîtes noires. Les enregistrements, s'ils sont exploitables, pourront sans doute expliquer les raisons de l'accident. L'Europe et l'afflux de migrants avec ce chiffre donné ce soir par Frontex, le système de surveillance des frontières européennes. 107 500 migrants seraient actuellement aux frontières de l'Europe. Et parmi les pays concernés, eh bien, il y a la Grèce, car l'afflux devient là-bas de plus en plus spectaculaire. Rien que la semaine dernière, l'ONU a dénombré plus de 21 000 migrants venus d'Afrique ou du Moyen-Orient sur les côtes grecques et notamment sur la petite île de Kos en Méditerranée. Léa Berdugo.
l'île de Kos n'en finit pas d'être submergée par les migrants. Parmi eux, des centaines de réfugiés syriens qui foulent le sol grec par le biais de la Turquie. Certains ne survivent pas à cette traversée. Mardi matin, 5 Syriens se sont noyés. L'embarcation dans laquelle ils se trouvaient s'est retournée alors qu'ils tentaient de rejoindre l'île grecque en partance de la ville de Bodrum. Salah, réfugié syrien, a lui réussi sa mission. Je veux juste un traitement humain. Je veux vivre comme un humain, comme n'importe qui, n'importe quelle personne. Je recherche la liberté. J'aime la liberté, mais je n'aime pas l'État islamique. En Syrie, avant, nous étions libres, mais maintenant, il n'y a que la guerre et la mort. Le constat du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés est sans appel. Près de 21 000 migrants ont rejoint les côtes grecques en une semaine. Ce nombre représente presque 50% du total des arrivées de migrants par la mer dans le pays en 2014. La Grèce, qui subit une crise économique sans précédent, s'est dite dépassée par ce phénomène. Ce mardi, l'ONU réclamait une nouvelle fois au pays une prise en charge de cette crise des réfugiés. Si les autorités pouvaient trouver un vrai dirigeant et nommer quelqu'un qui coordonne cette réponse, alors les autres organisations internationales et nous-mêmes serions prêts à venir sur place et à aider. Mais il est très difficile pour nous de venir travailler sur le terrain s'il n'y a pas quelqu'un qui soit responsable de la situation. Car le nombre de migrants qui tentent d'accéder aux rives grecques ne cesse d'augmenter. Parmi eux, une majorité de Syriens, d'Afghans ou d'Africains. Ils payent plus de 1 000 $ pour l'un des plus courts passages entre la Turquie et l'Europe. Et la Grèce qui a lancé aujourd'hui son programme de privatisation conformément à l'accord passé avec les créanciers européens. Premier secteur concerné, celui des aéroports régionaux. 14 d'entre eux ont été vendus à un consortium allemand pour un total d'1,2 milliard d'euros. Océane Nicole. Alexis Tsipras tient ses promesses. 14 aéroports régionaux de Grèce sont passés aux mains allemandes. L'accord a été signé ce mardi pour un montant total de 1,23 milliard de dollars. Et c'est un consortium allemand qui a racheté ces aéroports. Un début de transaction avait déjà été mis en place par le précédent gouvernement grec, mais il avait été finalement gelé après l'élection en janvier dernier du Premier ministre de gauche radicale. L'Allemagne contribue donc à aider la Grèce, alors que le gouvernement Merkel était pourtant intransigeant au sujet de l'avenir du pays dans la zone euro. Une première privatisation importante pour le gouvernement Tsipras. Athènes s'est en effet engagée auprès de l'Eurogroupe à mettre 6,4 milliards de dollars de cessions au privé sur la période de 2015-2017 afin de remonter la pente de la crise qui s'abat sur le pays. Il s'agit de la première privatisation du gouvernement Tsipras dans le domaine des infrastructures, un plan de privatisation important depuis le début de la crise grecque. Alors en ligne avec nous, notre consultant Steve Oana, bonsoir, vous êtes professeur de finance à l'ESCP Europe. D'abord ces privatisations qui représentent pour la Grèce une rentrée d'argent, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan, on va dire, de la dette grecque. Oui, tout à fait. La dette grecque, c'est plus de 300 000. La dette publique grecque, c'est plus de 300 milliards d'euros. Là, on parle d'un montant de un peu plus de 1 milliard. Le montant global des privatisations doit s'élever à peu près 50 milliards, d'après les termes du dernier mémorandum. Donc, en fait, on est qu'au tout début du processus de vente d'actifs. Qu'est-ce que ça signifie pour la Grèce que de devoir privatiser, par exemple, ces aéroports régionaux? Est-ce que c'est un problème philosophique, politique ou aussi un problème économique? La philosophie, le symbole est fondamental dans cette histoire. Parce que c'est un peu comme si un créancier se faisait payer ça en saisissant des actifs physiques d'un pays débiteur. Ça rappelle un précédent très lourd de symboles et de signification pour l'Europe, quand Poincaré, en 1922, le président du Conseil français, avait décidé d'occuper la Roure parce que l'Allemagne ne payait pas les réparations de guerre. Donc c'est très très lourd de symboles et l'Allemagne était impliquée, mais de l'autre côté, si vous voulez, du côté débiteur en 1922 et aujourd'hui elle est du côté créancier. Mais c'est un peu le même symbole et certainement il y aura les mêmes conséquences en termes d'humiliation ressentie par les Grecs. Oui, parce que là ce sont des Allemands, hein, on l'a dit, qui prennent possession de ces aéroports. Ça aussi, en termes de symboles, comme vous le disiez, c'est extrêmement fort. Oui. Finalement, en fait, les 1 milliard et quelques qui vont payer pour
pour avoir ce droit cette rente liée à ces aéroports pendant 50 ans, je pense. Finalement, ces 1 milliard ne vont pas servir à l'économie grecque. La plupart de cet argent va finalement servir à payer la dette. Donc, c'est pas quelque chose qui va donner de l'air au pays et au gouvernement grec, mais c'est juste quelque chose qui sert à rembourser la dette, principalement. Il y a d'autres secteurs qui vont maintenant subir le même sort. On parle notamment du port, du secteur portuaire. Il y a beaucoup de choses comme ça dans l'économie grecque qui vont passer sous pavillon étranger. Oui, exactement. On peut s'attendre à ce que des joyaux de la Grèce, des ports, des infrastructures passent sous contrôle étranger. Ça fait penser un peu à un processus de colonisation ou de protectorat, si vous voulez, c'est-à-dire que la Grèce n'est plus un État souverain, elle doit se déposséder de tous ses joyaux à cause de sa condition de pays débiteur qui dépend de la bonne volonté de la BCE pour avoir de la liquidité dans ses banques et de la bonne volonté de ses États créanciers pour rallonger les prêts. Dernier mot, Steve Oana, on voit que la crise des migrants touche maintenant la Grèce de manière très spectaculaire. Ça va aussi peser sur l'économie grecque ? Tout à fait. En fait, avec cette crise des migrants, on s'aperçoit finalement de l'interdépendance de cette Europe et finalement des limites de cette politique qui consiste à laisser chaque pays se débrouiller seul avec sa dette, avec ses problèmes, avec ses banques. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'à force de laisser les pays se débrouiller seuls, finalement, ça nous revient comme un boomerang dans la tête, puisque si on laisse la Grèce se débrouiller seule avec son problème de migrants, ces migrants, après, de la Grèce, vont vers tous les autres pays européens. Donc, finalement, la politique européenne du chacun pour soi trouve ses limites avec cette histoire tragique des migrants. Merci Steve Oana, donc professeur de finance à l'ESCP Europe. On va se retrouver dans un instant. On reviendra sur le dossier des prisonniers palestiniens et puis on vous parlera de cette visite aujourd'hui à Ramallah du chef de l'opposition israélienne, le chef du parti travailliste Yitzhak Herzog, qui craint, lui, de voir se déclencher rapidement une 3e intifada. Et puis on évoquera également la plainte déposée en France par l'un des rescapés des frères Kouachi, auteurs des attentats contre Charlie Hebdo en janvier dernier. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant juste après la pause. Le prisonnier palestinien en grève de la faim a repris conscience aujourd'hui. Il menace de reprendre son action si Israël ne le libère pas sous 24 heures. La Cour suprême doit se prononcer demain sur son cas. Nouvelle explosion criminelle à Bangkok aujourd'hui, mais cette fois la bombe n'a pas fait de victimes. L'auteur de l'attentat meurtrier d'hier a pu être identifié grâce aux caméras de surveillance. La Grèce face à un afflux de migrants de plus en plus important, 21 000 recensés la semaine dernière, principalement sur l'île de Kos. L'ONU demande à Athènes de prendre des mesures d'urgence. Israël face aux menaces des grèves de la faim de prisonniers palestiniens. On va en reparler en détail dans un instant. Plusieurs dizaines d'entre eux, actuellement placés en détention administrative, pourraient décider d'entamer à leur tour un mouvement similaire à celui de Mohamed Allan. Et en attendant la décision de la Cour suprême attendue pour demain, le chef de l'opposition israélienne a rencontré aujourd'hui Mahmoud Abbas, le leader de l'autorité palestinienne. Elsa Mourgue. Le public israélien a perdu sa foi en un processus de paix et je vais tout faire pour la lui redonner. C'est le leitmotiv d'Yitzhak Herzog, le président du parti travailliste israélien. Grand partisan d'une reprise des négociations avec l'autorité palestinienne, le travailliste a joint la parole aux actes en se rendant à Ramallah ce mardi où il a rencontré Mahmoud Abbas. Les deux hommes se sont inquiétés de la détérioration de la situation dans la région. Nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il y a une escalade des activités terroristes ces dernières semaines et ces derniers jours. J'ai dit au président Mahmoud Abbas que combattre le terrorisme et empêcher les activités terroristes était la priorité numéro 1 pour nous.
Il faut dire que la région connaît un regain de tension depuis fin juillet après qu'un bébé palestinien ait été brûlé vif dans l'incendie criminel de sa maison près de Naplouse. Un acte attribué à des extrémistes juifs qui n'ont toujours pas été retrouvés. Depuis, les attaques au couteau de Palestiniens isolés se multiplient et visent des soldats de l'armée israélienne et des habitants des implantations. En 8 jours, 4 attaques suivant ce schéma ont eu lieu dans les territoires palestiniens, faisant craindre une troisième intifada. Nous devons avant tout empêcher une troisième intifada et nous sommes tombés d'accord que pour ce faire, nous devons combattre le terrorisme avec agressivité d'une part et d'autre part, nous devons nous diriger vers un processus diplomatique. Nous devons négocier, nous devons discuter les uns avec les autres. Le chef de file de l'opposition israélienne souhaite relancer les négociations du processus de paix, un processus au point mort depuis l'échec de la médiation américaine au printemps 2014. Alors on parle justement de ce climat entre Israéliens et Palestiniens et de ce dossier donc des prisonniers en grève de la faim avec Amir Badran. Bonsoir, vous êtes avocat à Yafo. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. D'abord un mot sur ce qu'a dit Herzog aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est au bord d'une troisième intifada? Est-ce que ça y ressemble ou pas, Amir Badran? Ah non, je sais pas. Moi, d'après ce que je viens d'entendre, on est en train de parler pour parler. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau dans ces propos. Au contraire, on a entendu parler qu'on veut avancer quelque part pour arriver à une paix durable. Mais apparemment, dans ce contexte dans lequel on entend ces jours-ci qu'il y a des pourparlers directs ou indirects, peu importe, entre le gouvernement israélien et le Hamas, on est en train de parler d'une manière ou une autre que le gouvernement israélien préfère ne pas parler à Mahmoud Abbas pour justement l'affaiblir, pour parler directement au Hamas, pour lui soi-disant donner un certain espoir sur un certain enlèvement de l'embargo sur Gaza. Et à mon avis, il ne s'agit que de la stratégie, de la tactique, mais rien d'autre. Emmanuel Navon. D'abord, en termes de chiffres, quand on parle de troisième intifada, le chiffre n'est pas exact. Il en a une première en 1921, une deuxième en 1922, une troisième en 1929, une quatrième en 1936. Donc les chiffres ne sont pas exacts. Mais je pense que, en ce qui concerne Yitzhak Herzog, il a également parlé d'arriver à un accord dans 2 ans. Je doute fortement qu'Yitzhak Herzog soit toujours le chef du parti travailliste dans 2 ans. C'est un parti qui change ses têtes en moyenne tous les ans. Et on sait qu'aujourd'hui, l'ancien chef d'état-major, Gavi Ashkenazi, se place en ligne pour le remplacer. Il hésite encore entre le parti de Yair Lapid et le parti travailliste. Dernier point, effectivement, les négociations, ou les rumeurs de négociations que vous avez évoquées avec le Hamas. Et là, il est vrai qu'il y a des pourparlers qui ont lieu aujourd'hui dans lesquels la Turquie est impliquée. Pourquoi est-ce que la Turquie est impliquée? Je rappelle que avant-hier, le gouvernement israélien a signé cet accord sur le gaz, que la Turquie est intéressée par le gaz israélien, mais la Turquie ne peut pas se permettre de signer un contrat de plusieurs milliards de dollars avec Israël sans faire quelque chose en ce qui concerne le blocus maritime et naval et militaire de la bande de Gaza. Donc c'est dans ce contexte que ces négociations ont lieu. C'est la Turquie et Israël qui ont un intérêt à ce que ces négociations ont lieu sur la bande de Gaza. Ce n'est bien entendu pas contre Mahmoud Abbas. Simplement, il y a des intérêts communs entre la Turquie aujourd'hui et Israël qui se renouent autour du sujet du gaz naturel. Alors, on va aborder maintenant ce dossier des prisonniers palestiniens en grève de la faim et notamment celui de Mohamed Alad. On a vu aujourd'hui qu'il avait lancé une sorte d'ultimatum à Israël. Est-ce que ça vous semble être, Amir Badran, une nouvelle forme de lutte que vont peut-être utiliser ces détenus palestiniens qui attendent des procès et qui ne veulent plus attendre, semble-t-il? Alors justement, pour aborder ce point très intéressant que vous évoquez, il faut d'abord, et pour mieux le comprendre, il faut d'abord essayer de voir, de chercher quelle est la raison d'être de cette grève de la faim. Et on est en train de parler d'un sacrifice, d'un très haut sacrifice personnel de ces prisonniers politiques, en fait, qui mettent en risque leur vie carrément, et au nom de ce principe, au nom duquel ils veulent atteindre leur liberté, mais surtout ils veulent évoquer un grand problème qui existe en Israël de la détention administrative des prisonniers politiques palestiniens, qui devient de plus en plus un instrument
très facile pour les renseignements généraux israéliens et pour l'armée israélienne, et qui utilise cet efficace instrument, et je le dis bien sûr d'une manière très cynique, pour mettre ces Palestiniens en prison. Et pour comprendre de quoi s'agit-il quand on parle d'une arrestation administrative ou d'une détention administrative, donc il faut savoir qu'en fait les renseignements généraux et l'armée n'ont pas... Ils sont en aucun besoin, en aucune exigence, ils n'ont pas le devoir d'avancer des preuves contre ces gens-là pour les incarcérer. Deux, ces gens-là ne sont même pas rédigés contre des lettres d'accusation ou même voire des demandes d'arrestation précisant de quoi ils sont soupçonnés. Donc ils ont du mal même à se défendre. Troisièmement, ils n'ont même pas le droit d'être présentés devant un juge qui puisse entendre ce qui est en train de se passer et pour réglementer ça. Et quatrièmement, le système israélien jouit de cette manière-là, en fait, d'une absence totale d'une supervision ou d'une inspection du système judiciaire israélien. Et comme ça, en fait, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent autant qu'ils veulent. Et c'est contre ça exactement que ces gens-là, ces prisonniers politiques, sont en train de sacrifier leur vie en disant voilà, il est temps qu'on arrête ça. Et il faut comprendre que ce sont des initiatives personnelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vague de prisonniers politiques quand vous l'avez vu. Peut-être possibilité. Pour le moment, c'est le deuxième cas seulement, et ça dure depuis plusieurs mois. L'Inde depuis 64 jours, alors que Mohamed était bien avant. Et depuis ce jour-ci jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas entendu d'autres cas, on n'a pas eu de massive solidarité avec ça, et c'est peut-être très grave. D'ailleurs, les renseignements généraux... Je vois qu'Emmanuel Navon répond là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une stratégie, justement, qui vise à piéger le gouvernement israélien, ou bien est-ce qu'il s'agit de cas isolés et qui font pression de manière individuelle? D'abord, les faits. Vous avez dit qu'il n'y a pas de supervision. Or, votre reportage lui-même vient de dire que la Cour suprême va se prononcer. La Cour suprême, c'est une supervision sur ce processus. Ce processus qui est effectivement très problématique pour un pays occidental démocratique. Il est problématique également aux États-Unis avec la baie de Guantanamo, où il y a également des détentions administratives. Entre parenthèses, c'est un système que le système juridique israélien a hérité de la Grande-Bretagne, mais il est clair qu'aujourd'hui, il s'agit, ces détentions administratives qui, entre parenthèses, viennent d'être étendues également aux juifs aux terroristes juifs par le gouvernement la semaine dernière ou il y a 2 semaines, sont un procédé effectivement problématique pour un pays démocratique, de la même manière que la baie de Guantanamo est problématique aux États-Unis. Il y a cependant une certaine supervision qui est celle de la Cour suprême, comme on l'a vu dans votre cas. Ensuite, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que Israël, à mon sens, devrait revoir sa politique de détention administrative? Je pense que oui. Est-ce qu'elle devrait céder aux menaces de la guerre de grève de la faim de ce prisonnier particulier? Je pense que non. Pourquoi? Parce que cela, bien entendu, ouvrirait une brèche où ça deviendrait presque, entre guillemets, un sport national. C'est-à-dire que si l'un sort de prison à cause d'une grève de la faim, on n'en termine pas. Je vous rappelle qu'il y a un précédent, dans un cas différent, mais semblable cependant, en Grande-Bretagne, dans les années 80, lorsque Margaret Thatcher avait refusé de céder aux pressions des grèveurs de la faim de l'IRA, de l'armée républicaine irlandaise, et ils ont fini par décéder. Ils exigeaient d'avoir le statut de prisonnier politique alors que c'était des terroristes. Margaret Thatcher n'avait pas cédé. Je pense qu'il ne faut pas céder, mais effectivement, il est temps peut-être de revoir cette politique de détention qui, pour un pays démocratique, est problématique, même si Israël, effectivement, a affaire à des attentats terroristes qu'aucun autre pays occidental n'a affronté. Justement, il y a une loi qui a été votée qui prévoit justement d'alimenter de force les détenus en grève de la faim. Visiblement, elle n'est pas appliquée puisque les médecins israéliens refusent de le faire. Donc ça veut dire que finalement cette arme reste efficace, cette arme de la grève de la faim. D'abord, il faut comprendre que cette loi, cette soi-disant loi, parce qu'en fait elle a passé de juste au Parlement israélien, mais là encore, à mon avis, dans les conditions et dans le cadre de loi qui soit acceptable, ceci n'est pas acceptable ni par la morale, d'ailleurs ni par la plupart des médecins au monde, non pas uniquement en Israël.
Et c'est vrai qu'elle n'est pas applicable. D'ailleurs, ici en Israël, par exemple, une loi a été prise qu'il est interdit de nourrir par force les oies pour avoir les oies de canard. Le foie gras, alors que pour les prisonniers palestiniens, on crée une loi spécifique pour eux, pour les nourrir par force. Et c'est pas pour sauver une vie, c'est pas la même chose. Non. Alors là, c'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est là qu'il faut comprendre. C'est pas par souci, c'est pas que le système juridique ou les parlementaires israéliens se font des soucis pour ce tel ou tel prisonnier qui va faire la grève de la faim pour qu'il puisse finalement pas mourir à cause de cette grève, mais bien au contraire, parce qu'on craint les émeutes que ça peut entraîner, on craint le soulèvement que ça peut entraîner et la chaîne dont vous avez parlé, une vague de prisonniers, ou même pas de prisonniers, on craint le régime israélien, le dit haut et fort aujourd'hui, on craint que si jamais Alan va mourir, eh ben, il y aura des émeutes, des fortes émeutes, non pas uniquement dans les territoires occupés, mais aussi à Gaza. Et ce qui est encore plus fort que le régime israélien craint, c'est en fait la scène internationale, les émeutes et la résonance que ça peut avoir sur la scène internationale, qu'un prisonnier préfère de mourir alors que devant la possibilité de vivre sans dignité, sans honneur et sans aucun droit le plus basique possible. À votre avis, Israël a intérêt à libérer, peut-être que la Cour suprême décidera d'ailleurs de le faire demain, ce prisonnier, pour éviter de se retrouver dans des situations embarrassantes? Écoutez, je viens de répondre à votre question. J'ai dit qu'Israël ne doit pas céder sur ce prisonnier, de la même manière que Margaret Thatcher n'avait pas cédé concernant les prisonniers de l'IRA. Est-ce qu'il y avait une émeute internationale contre la Grande-Bretagne à l'époque? Non. Donc ce n'est pas une question d'émeute internationale. C'est que, comme je l'ai dit, je pense qu'Israël ne doit pas céder sur le cas de ce prisonnier, mais Israël doit, à mon sens, revoir effectivement sa politique de détention administrative. Mais cette loi ne marche pas, cette loi qui visait justement à alimenter de force les détenus. On voit bien qu'elle est techniquement pas appliquée. C'est une loi contre laquelle je me suis moi-même prononcé. Je pense que le droit de faire la grève de la faim est un droit. On a le droit c'est un moyen de protestation. Et si des terroristes veulent mourir de faim, c'est également leur droit. Je pense que ce n'est pas à l'État de les empêcher. Et qu'encore une fois, le fond du problème, cette loi ne traite pas le fond du problème. Je pense que éthiquement, je suis contre ce genre de loi. De la même manière que je suis, bien que l'exemple est vraiment déplacé avec le foie gras, mais de même que je suis contre les tentatives d'empêcher la production de foie gras. Non, mais cette loi n'est pas passée non plus. Je suis également contre cette loi. Je suis pour une liberté totale. Si les gens veulent manger du foie gras, ils doivent avoir le droit de manger du foie gras. Mais pour revenir sur notre sujet, je pense que cette politique doit être revue. Cette loi, effectivement, ne touche pas au fond du problème. À la fois, Israël fait face à un terrorisme comme quasiment aucun autre pays occidental au monde, comme les États-Unis. Les États-Unis, comme je le dis, ont la baie de Guantanamo. Le président Obama ne l'a toujours pas fermée. Il y a là de véritables dilemmes. D'un côté, une démocratie qui se bat contre le terrorisme. D'un côté, une démocratie qui doit respecter des normes légales et judiciaires comme toute démocratie. Pour citer un des arrêts de la Cour suprême écrit à l'époque par le juge Aaron Barak, qui avait dit pendant ce qu'on appelle la deuxième intifada, qui est déjà la cinquième, parfois une démocratie doit savoir se battre avec un bras dans le dos. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas se battre, il faut se battre, mais effectivement, les détentions administratives sont problématiques, ce qui ne signifie pas qu'il faille céder sur ce cas précis, car cela ouvrirait une brèche dont on peut voir le début, mais pas la fin. Merci Amir Badran, merci Emmanuel Navon. Dans 100 jours exactement, Paris accueillera le sommet mondial sur l'environnement. Il s'agit du fameux COP21, considéré comme crucial pour éviter un réchauffement climatique aux conséquences désastreuses pour la planète d'ici à 2050. Léa Berdugo. C'était en plein cœur du mois de juillet. Dignitaires chrétiens, indiens d'Amazonie, sages asiatiques, tous réunis à Paris pour un sommet des consciences sur le climat. Une sorte d'éveil spirituel avant la COP21, la grande conférence qui s'ouvrira fin novembre à Paris. À l'origine de cet événement, Nicolas Hulot, qui ne cesse d'alerter sur l'urgence à agir pour la planète. Vous savez, on est sur un fil du rasoir où l'humanité peut basculer vers une forme de résignation ou au contraire une forme d'ambition.
L'ambition, c'est de contenir le réchauffement de la planète à plus 2 degrés par rapport à la température moyenne qu'il faisait sur le globe à l'ère pré-industrielle. Mais le pari sera difficile à tenir. Depuis 1850, le thermomètre a déjà grimpé en moyenne de 0,8 degrés dans le monde, avec des pointes bien plus fortes à certains endroits, comme dans ces régions de l'Arctique norvégien où la hausse de la température a dépassé 2 degrés en 20 ans. Un dérèglement climatique aujourd'hui incontestable. 97% des scientifiques estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines et avec des conséquences de plus en plus visibles. Que ce soit l'acidification de l'océan, la perte de biodiversité, les extrêmes climatiques, la disparition de la glace de mer, la disparition des glaciers, disons la productivité agricole, tous les écosystèmes naturels également, disons par exemple des aspects irréversibles. Donc tous les voyants sont au rouge. Pour tenter d'inverser la tendance, les pays doivent s'engager à réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre, principaux responsables du changement climatique. Transport, industrie, logement, agriculture, tous les secteurs de l'économie sont concernés, mais il faut faire vite. Selon les spécialistes, si on n'obtient pas une baisse de 15 à 20% des gaz à effet de serre d'ici 2020, c'est-à-dire dans 5 ans à peine, alors le pari des 2 degrés ne pourra pas être tenu. Avant le grand rendez-vous fin novembre à Paris, les 196 délégations multiplient donc les négociations pour parvenir à un avant-projet de texte. Chine, États-Unis, Union européenne, les plus gros pollueurs ont déjà rendu public leurs engagements nationaux, mais il reste encore du chemin pour arracher un accord censé faire oublier le fiasco de Copenhague en 2009. Et toujours en France, l'un des rescapés des attentats de janvier dernier décide de porter plainte contre 3 médias qu'il accuse de l'avoir mis en danger. Il s'agit de l'employé de l'imprimerie où s'était achevée la cavale des frères Kouachi. Bonsoir Julia Ganancia. Bonsoir. Alors ces médias auraient donné des informations durant la prise d'otage. Effectivement, Jean-Charles, Lilian Lepère, pris au piège par les frères Kouachi dans l'imprimerie où il travaillait, n'a pas supporté la médiatisation de sa présence sur les lieux. Le 9 janvier, 2 jours après la tuerie de Charlie Hebdo, il était resté caché pendant 8h30 sous un évier pour ne pas être repéré par les 2 terroristes. Aujourd'hui, Lilian Lepère considère que sa vie a été mise en danger par la divulgation de cette information et a décidé de porter plainte contre RMC, France 2 et TF1 pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors une enquête a été ouverte la semaine dernière par le parquet de Paris. Alors pour revenir justement sur ces faits, précisément, eh bien, ce rescapé considère que les médias ont révélé à l'antenne sa présence, sa possible présence dans l'imprimerie, alors que les frères Kouachi étaient à l'intérieur et l'ignoraient peut-être. Oui, et ça s'est fait un peu simultanément sur les 3 médias à la fois. D'abord, c'est le député de Seine-et-Marne, Yves Albarello, qui dévoile sur RMC qu'un homme caché se trouve à l'intérieur de l'imprimerie. Puis le journal de 13h de France 2 relaye l'information. Et dans le même temps, le journal de TF1, par le biais d'un journaliste qui est sur place, indique aussi qu'un graphiste serait toujours dans l'enceinte de l'usine. Donc tout ça a pu effectivement lui faire porter un risque. C'est en tout cas ce qu'il prétend, d'autant que les 2 terroristes étaient équipés d'une radio, en plus de leur téléphone portable respectifs. Et selon l'avocat de Lilian Lepère, eh bien, les médias visés n'ont pas respecté l'obligation de prudence ou de sécurité qui leur est imposée en pareil cas. Alors paradoxalement, Jean-Charles, le 12 janvier, on est donc 2 jours après l'assaut de Dammartin, eh bien, Lilian Lepère avait accordé une interview à un des médias contre lequel il porte plainte aujourd'hui pour raconter son histoire incroyable. Je vous propose qu'on réécoute ce témoignage. Je me suis dit, il va faire tous les meubles. Forcément, s'il cherche quelque chose, un ravitaillement ou je ne sais pas, il va faire tous les meubles. Donc il est allé vers le frigo et ensuite il revient vers mon meuble, vers là où je suis caché. Et il boit sur l'évier juste au-dessus de moi. Voilà, donc il boit un verre d'eau juste au-dessus de vous? Oui, enfin je suppose qu'il a dû boire directement au robinet, oui. Mais oui, il boit juste au-dessus de moi. J'entends l'eau qui coule au-dessus de ma tête parce que j'ai la tête qui est collée contre l'évier. Je vois son ombre à travers le petit interstice de lumière de la porte. Et comme j'ai bougé un petit peu, enfin j'ai le siphon qui est dans le dos, le siphon fuit dans mon dos et je sens l'eau qui coule. Un moment surréaliste, complètement surréaliste. Ouais, effectivement, témoignage saisissant. Alors Julien, on se rappelle que le CSA a déjà reproché aux chaînes de télévision, France 2, TF1 et puis à la radio RMC d'avoir signalé qu'une personne était cachée dans l'imprimerie, mais une autre procédure vise depuis avril la chaîne BFM TV, cette fois dans le dossier de l'attaque de l'Hypercacher.
Tout à fait, le parquet de Paris a déjà ouvert une enquête préliminaire sur la révélation en direct qu'une cliente était dissimulée dans la chambre froide du magasin Cachère. Des clients du magasin s'étaient effectivement cachés dans cette chambre froide, on l'a appris très vite ensuite, et ils ont accusé la chaîne de les avoir mis en danger en diffusant cette information. Merci Julia Ganancier. On va en parler justement avec l'avocat maître Gilles William Goldnadel qui est en ligne avec nous. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, est-ce que vous trouvez que juridiquement, il y a là un grief envers les médias? Est-ce qu'il y a matière à porter plainte? Et d'ailleurs, pourquoi aussi longtemps après? Non, juridiquement, puisque vous m'interrogez au plan juridique, je trouve ça assez inepte. Je crois qu'il n'y a pas dans l'arsenal judiciaire actuel, et notamment en ce qui concerne la mise en danger d'autrui, les éléments constitutifs requis pour permettre d'obtenir à ce monsieur, qui fort heureusement n'a rien eu, des dommages-intérêts. Que sur le plan moral, que sur le plan professionnel, on puisse être sévère envers ces médias d'information continue qui tentent toujours d'alimenter encore et constamment, quelquefois même avec des images sans intérêt ou des informations pour conserver l'antenne et le chaland. Je le comprends tout à fait, je le partage. Encore que la responsabilité soit équitablement partagée entre les chaînes de télévision et les téléspectateurs voyeurs. C'est le système qu'il faut incriminer, plutôt à mon avis que les chaînes de télévision. Mais cela étant dit, et cela fermement posé, sur le plan strictement juridique, je vous fiche mon billet que ce monsieur n'obtiendra strictement rien avec le code pénal tel qu'il l'utilise. J'ai bien vu ce que son avocat voulait faire. Je crois que c'est une action qui me paraît très publicitaire. C'est-à-dire que ce qui interpelle surtout, c'est pourquoi autant de temps après, alors que pour l'hypercachère, par exemple, la plainte a été déposée beaucoup plus tôt. Là, on attend beaucoup plus longtemps. Oui, non, c'est vrai que c'est un peu tardif, et donc ça vous permet légitimement de vous interroger sur les motivations véritables de cette action judiciaire, mais sur le plan juridique, l'action n'est pas encore prescrite, loin s'en faut, donc je ne voudrais pas l'incriminer sur ce point-là. Non, mais encore une fois, le code pénal, la mise en danger d'autrui, c'est quelque chose de sérieux. Il faut que la personne que vous voulez voir condamnée ait voulu volontairement ne pas enfreindre ces règles en question. Et quand je vois mon confrère dire que les chaînes de télévision n'ont pas respecté les obligations de sécurité qui étaient les leurs, je ne vois pas à quoi il fait allusion. Donc, encore une fois, je ne trouve pas ça extrêmement sérieux. Il y a eu, on l'a sait, une autre plainte déposée aussi pour le drame de l'hypercachère par ceux qui étaient cachés dans la chambre froide. Ça vous semble être les mêmes situations, comparables? Écoutez, sur un plan, ça peut ressembler, parce qu'à Dieu ne plaise, si messieurs Koulibaly ou Kouachi avaient su peut-être qu'il y avait des gens sur lesquels ils pouvaient justement faire commettre les actes de violence que nous les savons capables de commettre, ça aurait pu être un drame. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de désinvolture qui commence d'ailleurs par le député dans l'exemple que vous avez donné. C'est quand même assez incroyable de désinvolture de donner ce genre de renseignements. À la limite, c'est encore plus grave. Mais encore une fois, autant je comprends parfaitement que le CSA veuille sévir, encore qu'il ait souvent des actions à géométrie variable, ce CSA-là, autant sur le plan strictement judiciaire, je ne comprends rien à ce que veut faire ce monsieur contre les chaînes en question. Merci Gilles William Goldnadel, avocat donc à propos de cette plainte déposée par l'un des rescapés donc de la prise d'otage des frères Kouachi dans l'imprimerie. La mort de Batman aux États-Unis. Il s'agit en fait d'un philanthrope qui s'était fait connaître en portant le costume du super-héros pour rendre visite à des enfants malades à travers tout le pays. Malheureusement, cette vie passée à aider les enfants s'est arrêtée brutalement sur une route où sa Batmobile était tombée en panne. Léa Volbert. Mort dans sa Batmobile. Ça ne faisait pas partie de son scénario.
Pourtant, c'est sur une autoroute américaine que Batman est mort. Lenny Robinson, 51 ans, a passé le plus clair de ses 8 dernières années dans le costume de son héros, Batman. C'était quelqu'un de bien et Batman l'a rendu encore meilleur. Il avait décidé de consacrer sa vie à redonner le sourire aux enfants malades en arpentant les hôpitaux du Maryland, en distribuant des cadeaux, des histoires, des encouragements. Dans la nuit de dimanche, Lenny Robinson s'est arrêté sur une borne d'arrêt d'urgence pour vérifier le moteur de sa Batmobile. Heurté de plein fouet par un autre véhicule, il est mort sur le coup. C'est en 2012 que Lenny Robinson s'est fait connaître avec une vidéo largement diffusée sur Internet. 6 ans plus tôt, il avait vendu sa société de nettoyage pour réaliser ses nouveaux projets, se glisser dans la peau du seul super-héros sans super-pouvoir, selon ses mots. Père de 3 enfants, le Batman du Maryland a vécu à la hauteur de son ambition, offrir quelques instants de joie à des enfants malades. Voilà, on va se retrouver dans une dizaine de minutes pour évoquer la situation d'un chanteur juif américain qui a été rayé de la programmation d'un festival de musique en Espagne, affaire liée une nouvelle fois aux actions du BDS qui appelle au boycott d'Israël. Mais il s'agit cette fois d'un chanteur américain et c'est une première. On va se retrouver donc juste après le journal d'Alice de Comarmont dans un instant, tout à l'heure. Retour du Grand Direct. L'activité de boycott d'Israël menée par l'organisation BDS vient de toucher pour la première fois un citoyen non israélien. Il s'agit d'un artiste juif américain, le chanteur Matisyahu, qui vient d'être déprogrammé d'un festival en Espagne parce qu'il refusait de prendre position sur le conflit israélo-palestinien. Maël Benoliel, et on en parle après. Entre le mouvement BDS et le chanteur Matisyahu, le choix a été vite fait pour les organisateurs de Rototom Sunsplash, le plus grand festival de reggae d'Europe, qui prend place chaque année du côté de Benicassim, tout près de Valence en Espagne. Initialement prévu pour le 22 août, les organisateurs du festival ont déprogrammé le concert de l'artiste américain de confession juive après que ce dernier a refusé de se conformer à une exigence: soutenir une déclaration en faveur des droits des Palestiniens à un État. Une démarche qui fait suite aux pressions du mouvement de boycott d'Israël BDS Espagne, bien que les organisateurs de Rototom Sunsplash s'en défendent. Quelques heures après leur décision d'annuler la représentation du chanteur et alors que la polémique enflait sur la toile, les organisateurs ont décidé de réagir sur les réseaux sociaux. Nous avons dû faire face à 2 extrémismes, avec d'un côté une association qui ne voulait pas entendre raison et qui a pour mot d'ordre « vous êtes avec nous, contre nous », et de l'autre un artiste qui a toujours refusé de répondre à une simple et légitime question de notre part, portant sur l'utilité de faire la guerre, et peu importe laquelle, dans la résolution de conflits. Ce concert aurait amené avec lui seulement des désaccords, des incompréhensions, de l'intolérance et de l'intransigeance. Nous n'avons pas dit non à Matisyahu à cause de ses racines hébraïques ou en tant que sioniste, mais nous avons simplement considéré qu'il était inapproprié d'organiser quelque chose qui aurait généré un conflit, sans possibilité de dialogue. Mais Matisyahu est le seul artiste sur les 50 invités à qui l'organisation du festival a demandé de soutenir publiquement le droit des Palestiniens à avoir leur propre État. Le mouvement BDS Espagne a quant à lui qualifié le chanteur juif américain de sioniste qui soutient un État, Israël, qui pratique l'apartheid et le nettoyage ethnique. Dans un souci de mettre la pression sur les organisateurs du festival, le mouvement antisioniste a même confectionné des affiches citant une phrase qu'aurait prononcée Matisyahu dans une interview « Il n'y a jamais eu d'État appelé Palestine », suivi des hashtags « Le Rototom a contracté le sionisme » et « Pas de paix avec Matisyahu ». L'artiste de son côté s'est aussi exprimé sur les réseaux sociaux à la suite de la réaction officielle postée par les organisateurs du festival. Ils m'ont demandé d'écrire une lettre ou de faire une vidéo dans laquelle je devais justifier mes positions sur le sionisme et le conflit israélo-palestinien dans un souci d'apaiser les responsables du BDS. Je soutiens la paix et la compassion pour l'humanité. Ma musique parle d'elle-même, la politique n'a rien à faire là-dedans. Il est consternant et offensant que le seul artiste juif américain programmé à donner un concert dans ce festival se retrouve contraint à faire des déclarations politiques. D'autres artistes programmés ont-ils dû faire des déclarations politiques afin de pouvoir se donner en concert? Privée donc de concert en Espagne, c'est la chanteuse jamaïcaine Etana qui se produira à sa place.
Arrivé sur la scène musicale en 2004 en tant que chanteur juif orthodoxe, l'artiste a donné à plusieurs reprises des concerts en Israël. En 2012, il s'éloigne de la religion mais continue de se produire à l'échelle internationale. Alors, pour évoquer cette polémique, eh bien, un autre artiste israélien avec nous, Shmoulik, bonsoir. Bonsoir. Il se trouve que vous connaissez en plus Matisyahu. Il faut quand même essayer de comprendre à quoi on a affaire là. Parce que BDS, on dit, c'est un mouvement qui s'en prend à Israël, au sionisme. Et là, on est clairement dans un autre cas de figure. Bah là, les gens qui font ça sont clairement tombés dans l'antisémitisme un peu primaire, parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait une fausse manœuvre. Ils n'ont pas forcément évalué l'ampleur de leur décision. Matisyahu est un artiste peaceful, complètement dans la ligne humaniste. Il a une musique qui est universelle, il s'adresse à tout le monde. D'ailleurs, il a un grand succès auprès des non-juifs, pas forcément auprès des juifs dans un premier temps. C'est le reggae, c'est une musique d'amour, c'est une musique de partage. Là, clairement, on a affaire à un couac qui révèle en quelque sorte que tout l'antisionisme qu'on entend depuis des années est en fait un antisémitisme, et il faut appeler les choses par leur nom. On est dans l'anti-humanisme, et par rapport à une organisation qui se réclame humaniste, on est vraiment dans le n'importe quoi. Alors là, ça touche aujourd'hui, on va dire, des secteurs qui devraient être épargnés théoriquement par tout ce qui est politique, même s'il y a parfois des chanteurs engagés, ça peut exister. Mais là, on est quand même dans des domaines, aujourd'hui, vous êtes artiste, vous produisez, vous êtes d'origine française, vous êtes confronté à ça aussi ou pas? À ces pressions qui peuvent maintenant toucher? Ça dépend. Moi, en règle générale, je m'adresse à la communauté juive en direct, mais il se trouve que je travaille également avec des artistes non juifs dans le milieu hip-hop. Il se trouve que ça se passe plutôt bien, parce que bon, les rapports qu'on a dans le privé, en vérité, quand on travaille entre nous dans le milieu professionnel, ne sont pas forcément les mêmes que quand on travaille dans une espèce de vision grand public. C'est vrai que Matisyahu, il est invité à un concert de reggae. Le reggae, c'est les Rastas, c'est le judaïsme et le reggae et la Jamaïque. C'est quelque chose de très proche. Il y a beaucoup de similitudes. C'est clairement c'est une aberration de vouloir dissocier ça, alors que quand vous allez en Jamaïque et que vous leur dites que vous venez d'Israël, les gens vous sollicitent. On aime le peuple juif, on aime la tradition juive justement dans la tradition reggae. Et Matisyahu apporte une grande part à l'édifice de cette musique. Et je trouve ça vraiment dommage, déplorable, et lui-même l'a très bien dit. On est face à une situation qui, appelons un chat, de l'antisémitisme brut. Oui, parce que là, on voit bien que c'est uniquement lui qui a été visé. On n'a pas demandé à un artiste russe ou venant de je ne sais où de se justifier des actes de Poutine. Là, c'est vraiment parce qu'il est juif qu'on lui demande. Alors, on n'a jamais demandé à un artiste pro-palestinien de désavouer la cause palestinienne pour participer à un gala qui soutiendrait dans son ensemble la communauté israélienne ou juive, par exemple. On est dans le... Enfin, je veux dire, c'est intersidéral ce qui se passe. Donc, en même temps, je pense que c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui pour nous alerter, pour nous donner une espèce de... pour allumer une lumière, pour nous dire réveillons-nous, on a affaire à des gens qui sont clairement hypocrites, qui sont clairement pas en phase avec leur sujet. Arrêtons forcément de leur trouver des circonstances atténuantes quelque part, et soyons forts par rapport à ça. On est dans un mois où on se prépare, justement, nous, le peuple juif, à changer d'année. On est bientôt à Rosh Hashanah. Peut-être que tout ça, toutes ces choses-là sont faites pour nous éveiller chez nous, en tant que juifs, des bons sentiments pour, justement, qu'on fasse comprendre au monde que nous aimons l'humanité. Le peuple juif aime l'humanité. Ce n'est pas contraire à tous nos principes. Au contraire, on est là-dedans à fond. La réponse à apporter justement en tant qu'artiste à ce genre de boycott tel qu'il se passe là et qui vise Matisyahu, mais ça pourrait viser d'autres, quelle est-elle à votre avis? Est-ce qu'il faut continuer justement à aller participer le plus possible à des... Ou est-ce qu'un jour, il va se retrouver que peut-être les artistes israéliens ou juifs devront
hésiter à se produire dans des... Non, Mathis Yao continuera. Il a une tournée dans l'Europe entière. Il se trouve que ça s'est passé en Espagne, ça aurait pu se passer ailleurs, mais je pense qu'aucun autre concert est annulé. Donc il y a encore de l'espoir. Bien évidemment qu'il faut continuer. Il faut continuer avec des forces positives, en amenant des idées positives, en sachant bien que nos armes ne sont pas celles que l'on croit, mais c'est la lumière que l'on a dans nos âmes qui fait qu'on éblouit le monde autour de nous. Et on doit continuer dans ce sens-là. Les Juifs sont des artistes par essence. Ils ont beaucoup apporté à l'humanité depuis toujours, dans tous les domaines. Pourquoi les empêcher de le faire si bien? Au contraire, essayons de nous unir et aller au-delà. Le problème politique est un problème politique. N'importe qui vous le dira, même ici en Israël, on peut avoir des avis sur ci, sur ça, mais on sait très bien qu'on est manipulé d'une certaine manière, qu'on nous dit pas tout, ou on nous raconte un petit peu des sornettes sur tout ce qui se passe. On le sait au fond de nous. Essayons justement, au travers l'art, au travers toutes ces choses-là, la musique, et Mathis Yao, c'est quelqu'un de très respectable, que je respecte énormément, qui fait une musique extraordinaire, qui arrive à ouvrir le cœur de beaucoup de non-juifs, justement, à la spiritualité, parce que ces textes sont versés dans le spirituel. Il est inspiré de la philosophie chassidique, même s'il n'a plus l'apparence d'un chassid, et il est tout de même en train de véhiculer ces idées-là. On doit pouvoir continuer à le faire, et on le fera. Rien n'arrêtera cette lumière, je pense. Merci Shmulik d'être venu nous parler donc effectivement de cette polémique venue d'Espagne. Véritable révolution technologique à présent, l'impression en 3D qui vient au secours de la chirurgie réparatrice. Dernier exemple en date en France, un enfant né sans main droite peut désormais bénéficier d'une prothèse imprimée en 3D. Maël Benoliel. Maxence a 6 ans et il est né sans main droite. Comme lui, ils sont une centaine d'enfants à naître en France avec une malformation d'un ou plusieurs membres. Mais depuis quelques jours, le jeune garçon a une nouvelle main. Une prothèse imprimée en 3D, ses parents sont ravis. C'était émouvant de pouvoir le voir attraper quelque chose vraiment avec cette main, et puis lui d'être impressionné par le fait de pouvoir bouger son petit poignet et de voir bouger sa main avec, quoi. Oui, c'était émouvant. Il va découvrir des choses que, entre guillemets, nous on fait à deux mains, que lui a toujours fait avec une main et demie, notamment du vélo. Il fait du vélo depuis qu'il a 2 ans et demi. Ça l'a jamais gêné, mais il va peut-être trouver des facilités, des choses. Il fera les mêmes choses, mais différemment. Un peu comme nous. En 2013, une fondation américaine, Innable, lance un réseau philanthropique d'un genre particulier, mettre en relation des personnes disposant d'imprimantes 3D avec des familles ayant des enfants à qui il manque des doigts ou une main. Déjà plus de 1500 prothèses comme celle de Maxence ont été fournies via cette plateforme. Et avec cette main imprimée en 3D, nul besoin de chirurgie, elle s'attache avec du velcro et s'utilise comme un gant. L'objet le plus low-tech qu'on puisse imaginer aujourd'hui, c'est la flexion du poignet. Donc on a une paume dans laquelle la paume résiduelle de l'enfant vient se prendre à travers des scratchs, et un gantelet qui vient prendre le bras. D'accord ? Et c'est la flexion du poignet qui va plier les doigts. C'est aussi simple que ça. Autre avantage, le prix de cette nouvelle technologie. Ça coûte rien pour les familles, c'est le principe de l'association Innable. Donc quand je décide de faire une main, c'est moi qui décide, que j'ai un peu de temps, un peu de plastique et un peu d'énergie à donner. Si on extrapole sur des pays en guerre et ainsi de suite, on se dit que c'est génial. Pour 50 €, on peut rendre justement à des enfants qui avaient 2 mains et qui les ont perdues, on peut leur rendre vraiment un usage minimum et quand même un usage de 2 mains c'est génial, quoi. Seule ombre au tableau, les prothèses imprimées en 3D, bien que peu coûteuses et ludiques, ne bénéficient toujours pas d'agrément médical. Mais pour Maxence, l'important est ailleurs. Alors avec nous, Jérémy Brabé, bonsoir. Vous avez créé la start-up Sartec qui s'occupe justement et qui utilise ce procédé de la 3D, de l'impression 3D. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec la médecine, ça paraît incroyable. Ça va remplacer les prothèses qu'on connaît? Alors déjà, il y a plusieurs domaines où ça va avoir un impact dans la médecine. Le premier, c'est les prothèses comme on le voit dans le sujet, ce qui permet de faire des prothèses beaucoup moins chères, ce qui est important quand on parle d'un enfant qui va grandir, et même quand on parle de zones moins privilégiées que la
France et en particulier de zones de guerre. La deuxième, c'est aussi simuler des interventions, c'est-à-dire que c'est toujours un peu compliqué pour le chirurgien de savoir ce qu'il va trouver quand on parle effectivement d'intervention interne. Donc ça permet de voir et de déjà répéter un peu l'intervention. Et la troisième, c'est les greffes. Donc bientôt, on pourra, espérons le plus vite possible, greffer des gens sur la base effectivement de leur tissu, donc pour éviter les rejets, avec des organes imprimés en 3D. Ouais. Et c'est moins cher, vous le dites, c'est clairement une économie. Quand on parle de prothèses, c'est incroyablement moins cher, parce que jusqu'à présent, effectivement, il fallait que ce soit fait de manière artisanale. Alors, il y a aujourd'hui, on le voit bien, autour de cette 3D, un engouement incroyable. C'est quelque chose qui va repousser les limites de beaucoup de secteurs. Alors, il faut comprendre que l'impression 3D va avoir le même impact sur la fabrication que Internet a eu sur l'information. C'est-à-dire que Internet a permis à qui que ce soit qui a accès à un smartphone d'avoir la même capacité à avoir accès à l'information qu'un sénateur américain, plus ou moins, et Internet et l'impression 3D va permettre à qui que ce soit d'avoir accès à la même fabrication que quelqu'un qui vit dans une grande ville chinoise. Et vous, par exemple, dans votre entreprise aujourd'hui, sur quoi vous travaillez? Qu'est-ce qui veut... Alors, nous, ce sur quoi on travaille, justement, c'est de permettre au plus grand nombre de bénéficier de l'impression 3D en travaillant avec des entreprises, en leur permettant de mettre à disposition et leurs pièces détachées et des pièces customisées à disposition de leurs clients par le biais de l'impression 3D et nous localiser, c'est-à-dire au plus proche du client pour vraiment simplifier la logistique. Donc c'est fiable, ça marche, c'est ça le même... Ça marche de mieux en mieux, il y a encore des progrès à faire. On est comme un peu au début de l'Internet, c'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses où il reste encore une large marge de progression, mais ça avance très 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 vite. Merci beaucoup, Jérémy Brabé, d'être venu nous en parler. Je rappelle donc que vous avez fondé la start-up Sartec, justement spécialisée dans l'impression 3D. Voilà, c'est fini pour le Grand Direct ce soir. Dans un instant, nouveau point complet sur toute l'actualité avec Alice de Comarmont. Et on se retrouvera évidemment demain soir, ici même. Bonne soirée.